Samedi 12 avril 2014, cette semaine dans le gros show de l'info, l'Assemblée vote la confiance au gouvernement. Retour sur le discours de politique générale de Manuel Valls. Semaine très chargée au procès Pistorius, ce dernier accusé du meurtre de sa petite amie. Le Bitcoin, qu'est-ce que c'est? Cette nouvelle monnaie virtuelle fait débat et on vous explique tout. Un simulateur de vol plus vrai que nature à Roissy. Prendre les commandes d'un avion de ligne sera désormais possible. Et puis comme chaque semaine, ce sera le récap. Bonjour à tous et bienvenue dans le grand show de l'info. L'Assemblée nationale a voté mardi la confiance au gouvernement de Manuel Valls, l'occasion pour nous de revenir sur son discours de politique générale. Pour l'approbation, 306, contre 239. La confiance, mais à quel prix? Le nouveau Premier ministre Manuel Valls n'a pas fait plein d'émoi à gauche. Il avait pourtant pris soin de rassurer les députés socialistes, encore sous le choc des municipales. Il ne s'agit pas de donner des gages, il s'agit de construire un partenariat fructueux. Le vote d'aujourd'hui porte bien son nom, la confiance. Je demande la confiance de l'Assemblée nationale parce qu'il faut redonner confiance au pays. À 11 abstentions près, les 291 députés socialistes ont voté le soutien au gouvernement, même si un tiers d'entre eux avaient mis la pression sur Manuel Valls en demandant la fin des politiques d'austérité. Les députés écologistes ont longuement hésité avant de se diviser, 10 pour, 6 abstentions. Nous ne faisons pas de procès d'intention ni de chèque en blanc. Nous savons que la tâche est extrêmement difficile. L'opposition, quant à elle, s'est durcie. Le Front de gauche a voté contre, alors que les amis de Jean-Luc Mélenchon s'étaient abstenus en 2012. L'UMP a, sans surprise, voté contre, comme un seul homme. Aucun changement. Pire même, on retrouve Madame Royal et Monsieur Sapin dans les responsabilités qu'ils occupaient tous les deux il y a un quart de siècle. Vous nous permettrez donc, et votre orgueil légendaire dût-il en souffrir, de nous interroger sur votre autorité. Une opposition, Manuel Valls s'y attendait. Malgré tout, il a déroulé le pacte de responsabilité avec quelques annonces. 50 milliards d'euros d'économies sur 3 ans, de 2015 à 2017. L'effort doit être partagé par tous. Des économies, mais aussi des allègements fiscaux pour les ménages modestes et une révision de la réforme des rythmes scolaires, une division par 2 du nombre de régions. Prochaine étape pour le gouvernement Valls, convaincre Bruxelles d'ici au 15 avril de sa bonne volonté d'économie budgétaire, encore et toujours. Une semaine très chargée au procès Pistorius. Cette semaine, la 6e depuis que le procès d'Oscar Pistorius a débuté à Pretoria, a été très intense dans la salle d'audience. Oscar Pistorius, accusé du meurtre de sa petite amie Reeva Steenkamp, a livré sa version des faits, très ému à la barre, mais il en faut plus pour impressionner le procureur Guérinel. 6e semaine de procès pour Oscar Pistorius à Pretoria. Les avocats, les familles, l'homme lui-même sont devenus familiers. Mais le drame judiciaire s'est intensifié ces derniers jours, quand le champion paralympique, accusé d'avoir tué sa petite amie Reeva Steenkamp, a été appelé à la barre. Il a commencé par s'excuser en larmes auprès de la famille de Reeva. Je me lève tous les matins et vous êtes les premières personnes à qui je pense, les premières pour qui je prie. Je n'imagine pas la peine, le chagrin et le vide que je vous ai causé, à vous et à votre famille. Durant ces 2 jours, Oscar Pistorius est revenu sur le moment où, dans la nuit de la Saint-Valentin de l'an dernier, il a tiré sur sa petite amie. La justice interdit de le filmer ou de le photographier dans le box des accusés, mais sa voix seule suffit à percevoir son désarroi. Je me suis assis avec Reeva et j'ai pleuré. Je ne sais pas combien de temps je suis resté comme ça.
Elle ne respirait plus. Mercredi, le procureur Gerinel a soumis à Pistorius un interrogatoire, tandis que la mère de Riva, June, écoutait, imperturbable. Point par point, il a démonté les arguments de l'athlète. Je ne suis pas convaincu par votre réponse. Je crois que vous essayez de couvrir des mensonges. C'est impossible, ce sont deux choses différentes. Vous inventez au fur et à mesure. Le procès était censé durer 3 semaines, mais a déjà été prolongé jusqu'à la mi-mai. L'intérêt médiatique reste vif. En attendant le verdict, les circonstances obscures de la mort de Riva Steenkamp continuent de diviser l'opinion et de captiver les foules. La crise qui frappe le Bitcoin a mis au jour les funérailles béantes de la régulation de cette monnaie virtuelle tout en confortant les doutes sur sa viabilité. Mais alors justement, qu'est-ce que le Bitcoin? La réponse dans cette vidéographie. Le Bitcoin est une monnaie électronique universelle créée en 2009. Un compte bancaire, une connexion internet, je crée un compte chez un opérateur Bitcoin et voilà. Par exemple, j'achète une console de jeu dont le prix est fixé selon le cours de la devise électronique. La transaction s'effectue en Bitcoin, mais le commerçant comme moi-même seront crédités et débités dans notre monnaie. Quel intérêt? C'est moins coûteux que passer par une carte bancaire ou un site de paiement comme PayPal. Ma transaction sera validée en une dizaine de minutes, le temps qu'un mineur approuve mon opération. Comme un chercheur d'or, le mineur trouve la solution pour valider mon opération en traçant le Bitcoin depuis ses origines. Personne ou société, les mineurs consacrent une partie de leur puissance informatique à cet effet. Et ils sont récompensés en Bitcoin. C'est ainsi que le réseau s'autorégule pour garantir la sécurité et l'intégrité des transactions. Avantage de monnaie virtuelle, en dehors du système bancaire, elle ne dépend de personne ni d'aucune banque centrale. Elle construit sa croissance en étant une monnaie de paiement et petit à petit de placement. On peut faire des transactions anonymes en Bitcoin et acheter des produits illicites, mais cela reste marginal selon certains experts. La fermeture du site Silk Road libère la drogue n'a eu qu'un impact minime sur son cours. Prendre les commandes d'un avion de ligne, sentir la poussée des réacteurs, apprécier la tour Eiffel de haut et se rêver en pilote durant 1 heure. C'est ce que propose à Roissy en France des simulateurs de vol réservés aux professionnels qui sont désormais ouverts au grand public. Allez, regarde. Allez, on va. Premier décollage réussi pour Barthélemy et Christophe, aux commandes d'un Boeing 757. Pourtant, nous ne sommes pas à 2000 mètres au-dessus de la campagne française, mais dans un simulateur de vol près de l'aéroport de Roissy. Depuis le 2 avril, la société Smart Flight propose à des particuliers de prendre le manche de ces machines, habituellement réservées aux pilotes. Pour moi, c'est un partage de passion. Et l'idée, c'était donc d'utiliser des simulateurs de vol professionnels qu'utilisent tous les pilotes des grandes compagnies aériennes internationales pour se former et d'ouvrir ces cockpits au grand public. En tout, l'entreprise dispose de 8 simulateurs, chacun correspondant à un type d'avion de ligne différent, mais pas question de mettre les pieds dans un cockpit sans formation. Pendant près d'1 heure et demie, un pilote professionnel enseigne les éléments indispensables pour diriger l'avion. Pas de quoi décrocher un diplôme, mais au moins l'assurance d'éviter un crash immédiat. Le décollage, ça va plutôt pas mal. Ça semble simple, enfin c'est pas simple, mais ça semble simple. L'atterrissage, c'est juste incroyablement difficile. L'intérieur du cockpit est la réplique exacte de celui des avions des grandes compagnies aériennes. Altimètre, radio de bord, transpondeur, il faut avoir l'œil sur tous les instruments et réagir au quart de seconde. Et même pour ce pilote amateur, l'expérience est bluffante. C'est impressionnant, hein. Quand on pousse, on sent vraiment la poussée des réacteurs et on voit l'avion qui monte, l'altimètre qui défile. Moi, dans les avions que je pilote, c'est pas du tout la même chose. Ces simulateurs de vol très réalistes proposeront également des stages aux phobiques de l'avion, mais il faut tout de même dépenser 360 € pour 1 heure de vol.
Tout de suite, c'est le récap, le résumé complet de l'actualité de la semaine avec encore une fois une actualité très chargée, que ce soit en politique ou en économie. De nouveaux signaux acoustiques qui pourraient venir des boîtes noires du Boeing de la Malaysia Airlines détectées dans l'océan Indien. Une annonce faite par l'Australie à un moment crucial car les boîtes noires ont une durée de vie de 30 jours après leur déclenchement et l'avion a disparu depuis 31 jours. Vérité et efficacité, deux mots-clés en forme de promesse employés par Manuel Valls dans sa déclaration de politique générale. Face à un hémicycle plein à craquer, le nouveau Premier ministre a notamment parlé allègement des charges sur les bas salaires, réforme territoriale ou encore assouplissement des rythmes scolaires. L'UMP n'a pas tardé à répondre. Pour elle, l'autorité de Manuel Valls est déjà profondément atteinte. La crise en Ukraine, une menace pour l'économie mondiale ? C'est l'avertissement lancé par le Fonds monétaire international qui craint une contagion, notamment en cas de perturbation des approvisionnements en hydrocarbures. La diplomatie, elle, est toujours mise à rude épreuve. Le secrétaire d'État américain John Kerry accuse Moscou d'avoir envoyé des agents pour créer le chaos dans l'est de l'Ukraine. 14 secrétaires d'État pour le gouvernement Valls, mais pas 14 nouvelles têtes pour autant. Frédéric Cuvillier et Geneviève Fioraso conservent leurs fonctions précédentes, tandis que Fleur Pellerin hérite du commerce extérieur. Le plus remarqué des entrants est sans nul doute Harlem Désir, qui abandonne la tête du Parti socialiste pour le secrétariat d'État aux affaires européennes. La sénatrice Laurence Rossignol et la médecin Ségolène Neuville font également leur entrée à la famille et aux personnes handicapées. Hommage unanime de la classe politique à l'annonce du décès de Dominique Baudis, premier défenseur des droits, ancien journaliste et ancien maire centriste de Toulouse. Il est mort à 66 ans d'un cancer généralisé. Son nom reste également associé à la rumeur dont il fut victime en 2003 dans l'affaire du tueur en série Patrice Allègre. Accusé notamment de proxénétisme, viol et meurtre, la justice le l'innocentera totalement qu'en 2005. Un épisode dont il est sorti, disait-il, très meurtri. Visite d'État de François Hollande au Mexique, l'occasion de tourner la page après la crise diplomatique de l'affaire Florence Cassé. Mais une nouvelle affaire risque de perturber les retrouvailles entre Mexico et Paris. Une Française en appelle au chef de l'État pour l'aider à récupérer ses 3 enfants, retenus par l'ex-gouverneur de Mexico, un proche du président Nieto. Maurice Agnelet condamné à 20 ans de réclusion pour l'assassinat d'Agnès Leroux, un verdict qui clôt 4 semaines d'un procès en appel hors norme à Rennes et qui confirme celui de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône. En 2007, elle avait déjà condamné Maurice Agnelet à 20 ans de réclusion pour l'assassinat en 1977 de sa maîtresse. Le centre d'Athènes sous haute sécurité pour la visite d'Angela Merkel. La dernière, en octobre 2012, avait été marquée par le défilé de dizaines de milliers de manifestants anti-austérité. La chancelière allemande vient clore une semaine faste pour le gouvernement grec, avec un retour réussi sur les marchés après 4 ans de quarantaine. C'est la fin de cette édition, merci à tous et toutes de nous avoir suivis. Sachez que bien évidemment nous serons là samedi prochain pour de toutes nouvelles actualités sur bigwebtv.fr. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, BigWebTV.fr sur Facebook, Twitter et YouTube. Et d'ici là, portez-vous bien.